Bonjour. Tu vas directement là-bas, Kevin? Je vais juste vous embêter. À l'aéroport de Nice, c'est une chasse un peu particulière qui se joue 2 fois par semaine dans la zone du fret postal. Je vais essayer d'aller un peu au fond là-bas. Des fois, il y en a un peu plus là-bas. Ouais, merci. Une traque à la contrefaçon. Yvan est douanier. Et ici, il ne manque pas de travail. 5000 colis transitent chaque jour par ces entrepôts. On essaye de regarder ce que peut contenir le colis. Et puis après, pour pouvoir trouver quelque chose, il faut ouvrir. C'est le credo de notre métier, c'est la curiosité. C'est ça. Et si possible, un peu de flair. On a plusieurs fois fait des prises sur ce type de colis, ce papier. C'est un rien qui nous fait dire on va sur lui. Un simple rien, et Yvan fait mouche. Chanel Made in Italy, ouais. Bon, il y a peu de chances que ce soit un produit original, hein, bien évidemment. Déjà vu la qualité de l'emballage qui est assez cheap. Hein. Puis la qualité du produit, on se rend compte que c'est pas du cuir. Une bonne prise. Ouais. Le sac va rejoindre la quarantaine d'autres contrefaçons, saisies ce matin. On a trouvé des chaussures, le Disney, le fameux Disney. Après, on a de la maroquinerie. J'ai vu qu'il y avait un sac aussi. Ouais. Toutes ces commandes Internet seront confisquées et leurs destinataires fichés par la police des marchandises. À Nice, comme dans toute la France, la contrefaçon ne cesse d'augmenter. Plus d'1 Français sur 3 achète des copies pensant faire une bonne affaire. Et ce fléau n'épargne aucun secteur. Aujourd'hui, tout se copie, même la pâtisserie. À Nancy, depuis 38 ans, Jean-François façonne une spécialité régionale, le Saint-Èvre. De la soie dans la bouche. Mais c'est aussi une marque déposée qu'il est interdit de copier. Alors Jean-François traque sans relâche les concurrents indélicats. C'est de la mauvaise foi pour moi. Si je venais et que j'entends Saint-Èvre en boutique, je serais amené à intervenir un petit peu plus fermement. Près de Châteauneuf-du-Pape, Didier Vigneron vient de découvrir que de fausses bouteilles de son vin étaient en vente sur Internet. Clairement, ça n'a rien à voir avec le vin d'origine. Épaulé par le syndicat des Côtes-du-Rhône, il va tout faire pour retrouver le contrefacteur. Une enquête qui nous mènera en Chine, où les faux vins inondent le marché. Il y a un vin qui s'appelle des Vuitton, donc Vuitton ne fait pas un vin qui s'appelle Vuitton. Ils osent tout, quoi. Là, on est hors limite. Quand ils vendent des copies françaises, ils sont un peu moins accueillants, on va dire. Dans l'Ain, Bernard et Baptiste sont fabricants de mobilier design. Leurs chaises sont vendues dans le monde entier, mais ils sont aujourd'hui copiés à tort et à travers. Je dirais un copier-coller. Hein. Ils vont engager un bras de fer avec certaines enseignes de la grande distribution. Là, on a quand même des gens qui ne fabriquent absolument rien en France. Je vois des produits qui me plaisent, je les fais faire à l'autre bout du monde et j'essaye de les vendre moins cher. Avec plus de 5,5 millions de contrefaçons interceptées l'année dernière, les douanes françaises ne chôment pas. Ce que vous avez là, du point de vue code des douanes, c'est comme des stupéfiants. Enfin, Marie-Catherine est à la tête des douanes de Nice. Elle multiplie les opérations coup de poing. Avec ses équipes, elle va débusquer une belle affaire. Il y en a encore? Il n'y a pas qu'on n'ait pas vu autant. Du bon plastique. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces chasseurs de faux, en quête de la vérité. À 30 km de Nice, juste derrière la frontière française en Italie, les marchés de Vintimille et de San Remo sont considérés par beaucoup comme des paradis de la copie. Chaque semaine, des milliers de touristes s'y rendent alléchés par du luxe de pacotille, vendu jusqu'à 20 fois moins cher que l'original. La bouteille, elle est pas comme ça normalement? Original, vous parlez? Oui, l'original. Non, ça c'est la copie. Ça fait comme les Kelly d'Hermès. Non, ça fait comme un modèle de Gucci. C'est inspiré des marques un peu connues, quoi. Si. Par contre, si c'est comme Gucci, c'est pas un souci? Non. La tentation est grande. Mais de l'autre côté de la frontière, au péage de la Turbie, à Nice, les agents des douanes attendent de pied ferme. Raphaël et Benjamin ont rapidement une voiture dans leur viseur. J'ai été à Vintimille, j'ai été au marché. Merci. Vous reculez, s'il vous plaît? Merci. Vous êtes en vacances? Et finir par le marché de Vintimille. Bon, on m'a dit que c'était bien. Et alors? Ça va, il y a des beaux petits sacs. Le coffre de la voiture est bien rempli.
Au niveau sac maroquinerie, il y a une belle collection quand même. On a acheté plusieurs sacs. J'imagine que c'est pas pour votre usage. Si, c'est une femme. Vous connaissez les femmes. Hein. C'est vrai qu'il y en a un, c'est un vrai. Ouais, si, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je lui ai demandé, ouais. Ah, donc le vendeur vous a dit c'est du vrai, donc c'est bon. Vous l'avez acheté combien? Super cher en plus. C'est-à-dire 100 € le sac. Ben, ça vaut 800 €, ça. Mais c'est des faux. Bah oui, bien sûr que c'est des faux. Le jeune homme joue la carte de la naïveté, mais les preuves contre lui s'accumulent. 5, 6. Ça, pour moi, ça c'est vrai. Bon, est-ce que vous avez des factures? Non. Vous avez le plaisir de porter un vêtement ou d'avoir un sac quand tu moment où on sait pertinemment qu'il est faux. Parce que c'est joli. Enfin, c'est la mode, quoi. D'accord. Bon, c'est joli, c'est la mode, mais c'est interdit. Donc on va vous saisir tout ça, plus une petite amende. Non. Putain, ça fout la mort, parce que là, il y en a pour au moins 200 bouts. En fait, c'est comme si on se faisait voler, mais qu'on pouvait rien dire. Et en plus, on a une amende. Ce que vous avez là, du point de vue douanier français, c'est comme des stupéfiants. Ce sac-là, ça a une trentaine d'emplois en moins en France. Tout va être consigné dans un procès verbal. Au total, 15 articles qui, s'ils avaient été authentiques, auraient coûté au jeune homme 11 000 €. Donc, vous n'avez pas fait semblant quand même. Comme vous n'êtes pas connu des services de la douane et que c'est la première fois, je vous mets l'amende la plus basse. En fait, c'est pour vous apprendre. Sachant que je peux vous mettre 1 à 3 fois la valeur de la marchandise réelle. Je vais vous demander donc 100 €, s'il vous plaît. Ah, ça coûte cher. Le jeune homme s'en tire bien. En cas de récidive, il risquait jusqu'à 33 000 € d'amende. Au moins, ils se rappelleront. Et c'est assez rare qu'on reprenne les mêmes. Hein. Après 2 heures de contrôle, l'équipe pense avoir ferré un gros poisson. Raphaël a appelé en urgence Marie-Catherine, la directrice des douanes. C'est elle qui orchestre toutes les opérations. Le camion C'est type. le truc habituel. Le camion Ok. type du vendredi. Bon, et qu'est-ce qu'il dit le chauffeur? Rien, comme d'habitude. Il n'a pas vu le chargement, Ah, et il ne sait pas ce qu'il transporte. Ok. D'accord. C'est-à-dire que cette société de transport et l'expéditeur sont 2 entreprises qui sont très défavorablement connues de nos services. C'est plein. C'est plein? Ouais, Oui, c'est on plein. peut pas. Ce qui n'a rien d'innocent. En général, les contrefaçons sont plutôt en milieu ou en toute fin de chargement. On se dit que ça va être assez compliqué. On ne peut pas faire une tranchée pour aller voir dans la profondeur du chargement. Donc ça veut dire que soit on se décourage, soit on décharge tout et on regarde ce qui se passe tout au fond. Il faut enlever 14 tonnes de vêtements. Quoi. On va le faire, hein? On va le faire. L'exportateur pensait décourager les douanes avec son casse-tête chinois. Mais c'était sans compter sur la détermination de Marie-Catherine. Après 3 heures de travail, Benjamin et ses collègues ont réussi à se frayer un chemin jusqu'au fond du camion. Voilà. Aïe, ah putain, le truc en métal, la bague en métal. Et leurs efforts vont être récompensés. Alors, est-ce que c'est ça? Les douaniers ne sont pas les seuls à chasser les contrefaçons. Vu l'ampleur du phénomène, certains professionnels s'organisent pour défendre leurs intérêts. C'est le cas des vignerons de la vallée du Rhône, des exploitants comme Didier. Il est à la tête du domaine Roger Sabon, un des plus anciens de la région. Ça se passe bien? Il y a une belle sortie pour le moment, hein, mais voilà, tant que la floraison n'est pas faite. Hein. Avec ses 48 hectares de vignes, le vigneron produit chaque année 45 000 bouteilles de Côtes-du-Rhône. Le vin de Didier, souvent récompensé, n'a pas seulement attiré l'attention des critiques. Philippe et Francine sont les représentants de la cellule anti-contrefaçon du syndicat des Côtes-du-Rhône. Bonjour Didier, vous allez bien? Désolé de vous déranger. Pas de soucis. Pas spécialement pour une bonne nouvelle en plus, donc... Effectivement, une certaine curiosité quand même. Ils sont venus pour lui montrer des bouteilles suspicieuses achetées sur Internet. Les vins utilisent le nom de domaine du vigneron. Moi, je suis assez surpris quand même par la qualité de la contrefaçon. On a des bouteilles assez lourdes, on a une pose de capsule qui est quand même bien faite. Ils ont repris les mêmes infos, mais avec une typo un peu différente, quoi. On a un joli château devant. Je ne sais pas si c'est le vôtre ou si c'est... Non, c'est un sentiment assez désagréable. On n'a jamais été confronté à ce genre de choses. Mais c'est vrai quand même, c'est un sentiment un peu d'impuissance et d'une frustration qui est quand même assez gênante.
Pour Didier, c'est la douche froide. D'autant que la fraude semble déjà très répandue. Elle impliquerait 3 des plus grands sites chinois de vente en ligne. Les bouteilles y sont vendues entre 14 et 165 €. Là, c'est précisé bouteille originale, etc. Donc voilà, la présentation laisse un peu dubitative. C'est pas simplement, moi je trouve, voilà, quelqu'un qui, dans un fond de garage, met une étiquette lambda. Et derrière, il y a une vraie stratégie de promotion. Il y a peut-être des volumes derrière pour que ce soit rentable, donc c'est ça qui est clairement inquiétant. Je sais, Didier, que tu es impatient de goûter ce vin, donc je vais te servir en premier. Et un truc, des notes caramel brûlé, là. Ah non, clairement, ça n'a rien à voir avec le vin d'origine. Si les bouteilles ne sont pas authentiques, le vin qu'elles contiennent l'est encore moins. Pour en savoir plus, les vignerons poursuivent leur enquête. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien? Dans un laboratoire spécialisé. Mathieu Dubernay, œnologue, va commencer par expertiser la bouteille la plus tape à l'œil. On a un problème, c'est-à-dire c'est un vin qui est presque piqué. C'est un vin extrêmement agressif en fin de bouche. Il ne présente pas les caractéristiques d'un bon vin et en tout cas pas celui d'un Côtes-du-Rhône. La seconde bouteille révèle un étrange mélange. Ici, nous avons un produit dont j'ai du mal à croire en l'état que c'est réellement du vin. On pourrait même penser que c'est un produit qui a été construit à partir d'alcool et de sirop de fruits. Des vins qui n'en auraient que le nom. Et l'analyse de sa composition ne va pas arranger la donne, en révélant une information déterminante. Il y a un détail qui nous marque énormément, qui est la présence d'une molécule qui s'appelle l'imazalil, qui est une molécule qui n'est pas autorisée en Europe et qui est utilisée dans un seul pays au monde sur la vigne, qui est la Chine. On peut affirmer avec une certaine confiance que le produit qui est là-dedans n'a pas été produit en Europe. On accumule au final les charges en provenance de Chine, des contrefaçons qui naissent en Chine, qui sont commercialisées là-bas, donc très très loin de nos terres. Voilà, donc des choses qui sont super surprenantes aujourd'hui. Pour remonter la piste des faussaires, le syndicat va bientôt poursuivre son enquête jusque dans les vignobles chinois. Si le vin est une des fiertés nationales, d'autres réussites françaises aiguisent l'appétit des contrefacteurs. Près de Lyon se cache l'une d'entre elles, la société de Bernard et Baptiste, spécialiste du mobilier de jardin. Ces chaises au design reconnaissable fleurissent partout dans le monde. Ah ben il est là, Pascal. Ça va? Voilà, ouais. Vérifie un peu l'aspect qualité. Ouais. Ça, c'est la chaise Luxembourg, celle qui nous a permis de nous faire connaître à l'international. Ah là, 220 chaises à l'heure. Un succès tel qu'ils sont aujourd'hui confrontés à un gros problème, la contrefaçon. Et ce matin, Baptiste le fils, qui est en charge de la lutte contre ce fléau, est agacé. Eh bien, urgence produit, urgence copie. Oh merde. Il vient d'apprendre qu'un gros fabricant de la région a annoncé le lancement d'une chaise dont l'assise ressemble étrangement à celle de leur best-seller. Non mais tu vois, ça m'énerve. Ils ont changé un petit peu le dossier en se disant ça va passer parce que le dossier est différent, mais l'assise c'est la même chose. Sur cette chaise-là, c'est le travail sur la latte avant et la latte arrière. Là c'est flagrant. Ouais. Sur détails comme ça, on va y aller. On ne peut pas laisser passer ce genre de choses. C'est un lancement, tu mets la grosse cavalerie. Le temps presse. Baptiste a mandaté son avocat, Maître Boutier, spécialisé en droit des marques. Il va, sans attendre, faire constater par un huissier la suspicion de fraude. Bonjour maître. Bonjour maître Boutier. J'ai besoin d'un constat en urgence sur Internet, objectif, avoir une date certaine. On voit bien le produit qui est celui du concurrent et celui de notre client. Le magistrat pourra se faire une idée de savoir si c'est une contrefaçon ou pas. Avec ce constat, l'avocat espère obtenir l'accord du juge pour une saisie contrefaçon. Objectif, récupérer des chaises à l'usine, des plans et la comptabilité du concurrent pour évaluer le préjudice. Je vais donc vous signer mon procès-verbal. S'il vous plaît, merci encore. Allez-y, je vous en prie. Quelques jours plus tard, le juge a répondu favorablement à la requête de l'avocat. Maître Boutier est de retour chez ses clients. J'ai récupéré les éléments
Le fauteuil... Deux pièces qui ont été saisies par l'huissier. C'est bien de les voir en vrai. Frédéric Sofia, le designer de cette chaise, qui a nécessité plus de 2 ans de développement, est venu lister les similitudes. Notre impression visuelle. Visuellement, comme ça, au premier abord, on a un sentiment que c'est un peu la même chose. On voit qu'on a 2 chaises qui sont sensiblement de la même largeur, de la même profondeur d'assise, avec les mêmes angles de dossier. L'assise est vraiment à l'identique. Effectivement, il y a cette partie-là qui est différente, il y a ces 2 là, mais bon. Souvent, des exercices des copieurs, c'est de rajouter un élément, entre guillemets, différenciant, pour dire ensuite, ben non, ce n'est pas une copie. Regardez la différence. Ils ont repris la base, cette base-là, originale, donc, et ils ont construit autour. C'est ça. Et les plans techniques sont encore plus surprenants. Là, on a la chaise du concurrent. Ouais. On va venir placer dessus. Ah ouais, c'est... Donc là, je crois que c'est très parlant. Et même sur la vue de face, c'est triste. On peut faire n'importe quoi, copier n'importe quoi, comme si rien n'avait de valeur, rien n'était... Voilà, je pense que c'est complètement inadmissible. Avec ces éléments, Baptiste espère obtenir à l'amiable l'arrêt de la production. Mais il n'est en réalité qu'au début d'un long combat. À 350 km de là, dans l'est de la France, à Nancy, un autre entrepreneur livre une bataille insoupçonnée contre les faux. Depuis 38 ans, Jean-François Adam défend bec et ongle un des emblèmes du patrimoine gastronomique de la région, le Saint-Èvre. À l'arrière de sa pâtisserie, chaque matin, il joue les alchimistes. Il y a des amandes, du sucre, des blancs d'œufs pour la meringue du Saint-Èvre et du beurre, donc pour la crème au beurre. Le mélange doit être très délicat. Le secret réside où? Dans mon cœur, dans ma tête. Souvent copié, jamais égalé. En achetant cette pâtisserie dans les années 80, Jean-François est devenu le seul chef autorisé à fabriquer ce gâteau. Ces gestes-là existent depuis 138 ans. Et le seul à en connaître la recette. Le Saint-Èvre est une marque quasi depuis toujours. Il a été créé en 1882. Je suis le 6e détenteur aujourd'hui du secret de fabrication. J'avais 25 ans quand j'ai repris donc la pâtisserie. J'ai eu le désir de ne jamais industrialiser le Saint-Èvre, qui reste ici et qui soit fabriqué ici uniquement artisanalement. Et ça, voilà, c'est quelque chose, c'est ma mission. Une mission qu'il ne prend pas à la légère. Avec sa femme Claudine, Jean-François traque sans relâche les concurrents qui cherchent à imiter le Saint-Èvre, caractérisé par sa forme et le ruban rouge. Et des copies, il en a toute une collection dans son congélateur. Le coffre-fort des contrefaçons. Visuellement, on pourrait se laisser prendre. Sauf que là, on y met quand même des petites amandes effilées tout autour. Là, on y met une petite rose. Et là, on utilise l'image de marque, on utilise le ruban rouge pour semer la confusion. Le pâtissier ne laisse rien passer. Alors, tous ces dossiers sont toutes les procédures, donc aux environs de 170, qui ont été mises en place. Oui, c'est un coût énorme, parce que c'est des avocats, c'est des huissiers. Sur une année, ça peut se monter facilement à 20 000 €. S'il ne défend pas cette institution, il pourrait en perdre la propriété, comme c'est arrivé à d'autres créations. La tropézienne, qui n'a jamais été protégée, mais qui est aujourd'hui distribuée partout sous le nom de la tropézienne, avec tout et n'importe quoi. Et les affaires ne s'arrêtent jamais. Jean-François vient d'être informé qu'un nouveau commerçant copierait le Saint-Èvre. Pour en avoir le cœur net, il se rend lui-même dans la boulangerie, incognito. Mais il ne s'attend pas à ce qu'il va découvrir. Dans la boulangerie, Jean-François aperçoit la copie de son gâteau, vendu en part individuelle. Est-ce qu'il serait possible d'avoir 3 Saint-Èvre, s'il vous plaît? Vous en faites des gros. Vous pouvez me faire une facture marquée Saint-Èvre, s'il vous plaît? Je mets divers pâtisseries. Bah, vous pouvez me mettre Saint-Èvre, c'est... Non? Du fond de la boutique, la patronne intervient. Elle semble parfaitement savoir ce qu'elle fait.
Merci beaucoup. Jean-François ne revient pas les mains vides. Ah, surprise. Je vais te montrer les pièces à conviction. Alors, comment ça s'est passé? Il y a toute une ligne complète Le Saint-Ève. Saint-Ève, auquel ils ont retiré le P et le R. En fin de compte, c'est de la mauvaise foi pour moi. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils n'ont pas le droit de l'appeler Saint-Ève, mais ça ne les embête pas de marquer Saint-Ève. Là, ça fait mal. Je ne vais pas m'avancer, mais c'est pas une crème au beurre, je crois pas. Ça m'écœure plutôt que ça me donne envie. Une imitation de plus dans son coffre-fort, pour une nouvelle affaire qui va aller bien plus loin qu'il ne l'imagine. À Nice, le déchargement du camion touche à sa fin et les douaniers semblent avoir trouvé ce qu'ils cherchaient. Alors, là, je voulais virer celui-là aussi. Benjamin, on en est où alors? Écoute, là, on a creusé une tranchée jusqu'au fond. Il est où le... Dissimulés parmi des cartons de vêtements, ils ont découvert des centaines de sacs imitant une célèbre marque de maroquinerie. Il y en a encore? Ouais. Génial. Et en fait, les faux sacs, ils étaient au milieu du chargement, c'est ça? Ils étaient 2-3 rangés après. Ouais, d'accord. Il n'y a pas qu'on n'avait pas vu autant. Du bon plastique. Oh, montrez les tout petits comme ils sont mignons. Ah oui. Ah, mais ça, on les avait déjà vus, ceux-là. Ouais. Et vous avez toutes les couleurs? Oui, bah, oui, à votre goût. 436 sacs saisis pour une contre-valeur de 2,5 millions d'euros. De quoi mettre Marie-Catherine de très bonne humeur. Je suis très, très contente. Vraiment, je suis ravie. Voilà, c'est vraiment exactement ce que nous souhaitons faire. C'est de mettre un coup d'arrêt à une distribution, là, de sacs en l'occurrence, qui met à mal une marque française. Alors, je vous laisse, Raphaël. Allez. On va prendre les photos. Les photos sont envoyées directement à la marque pour confirmer la contrefaçon. Parfait. Mais pour Marie-Catherine, il n'y a aucune hésitation. En fait, il ne s'agit pas de peau de crocodile, c'est du plastique tout gondolé, mal collé, mal fini. Il y a les petits fils qui dépassent. De la même manière, le petit fermoir ici, vous voyez, déjà, il brinque-balle alors que c'est tout neuf. La marque pourra par la suite déposer plainte ou demander la destruction des marchandises. Les cartons ne laissent pas non plus de doute sur l'origine des produits. De Chine, au Pirée, à Prato, près de Florence, jusqu'à la frontière franco-italienne, à notre point de contrôle, tout est géré sous capitaux chinois. Et donc, les marchandises sont destinées en général soit au marché marseillais, soit à l'Espagne, soit au Portugal. Un grand sac de ce modèle serait vendu entre 150 et 200 euros, ce qui est un prix extrêmement important pour la piètre qualité du sac. Bon, allez Raphaël, il n'y a plus qu'à mettre les sacs dans le carton. Je vous tiens le carton, non, ça va? Ne vous embêtez pas, merci. Les faux sacs vont rejoindre les autres saisies des douanes, stockés dans un hangar tenu secret et hautement sécurisé. C'est les 2500 petites robes. Nous sommes dans une vraie caverne d'Alibaba. Alors... La plupart des marchandises qui attendent ici seront détruites, comme ces 700 copies de parfums. Ces flacons de parfum ont été saisis à l'occasion d'un contrôle dans un autocar. Et en fait, il y avait 3 chauffeurs qui se faisaient en quelque sorte de l'argent de poche en commerçant de manière frauduleuse des flacons de parfum de contrefaçon. Donc on voit déjà que le bouchon ici est en plastique. Ce parfum-là a un prix de revient de, je sais pas, 2 ou 3 euros, quelque chose comme ça. Ben, la dame qui va acheter ce parfum, elle va peut-être le payer 30 euros. C'est là toute l'intelligence des réseaux criminels. C'est qu'ils vendent à un prix qui peut faire penser à la consommatrice qui n'y prête pas vraiment attention, qu'elle bénéficie d'une fin de série, de promotion, etc. Mais ces bonnes affaires ne sont pas sans danger pour la santé. Marie-Catherine veut savoir ce que contiennent réellement ces parfums saisis. Voilà le résultat qui crépite, c'est ça? Tout à fait. Le faible coût de production s'explique rapidement. On constate qu'on est sur un pourcentage de 45% d'eau, ce qui est très important vu que dans le produit original, on est plutôt dans les alentours de 10%. D'accord. Plus on met d'eau, moins c'est cher. Tout à fait.
Autre composant surprenant, on va déposer une goutte. Utilisé dans les peintures et dans l'essence. Le méthanol est le constituant majoritaire. C'est surprenant d'avoir du méthanol parce que c'est un produit qui ne peut pas être utilisé dans les parfums au-dessus de 5%. On en a largement plus que 5%. Le méthanol a une dangerosité, il peut y avoir des risques de cécité, de devenir aveugle, effectivement, en buvant du méthanol. Je pense malheureusement que les consommateurs, quand ils achètent des contrefaçons, quelles qu'elles soient, méconnaissent complètement les dangers auxquels ils s'exposent. Ce matin, 80 litres de parfums toxiques disparaissent du marché. Mais malgré cette bonne prise, les contrefaçons pullulent partout en France, y compris chez des petits commerçants a priori insoupçonnables. Dans quelques jours, Marie-Catherine va une nouvelle fois le vérifier. Dans la cité des papes, les vignerons des Côtes-du-Rhône sont eux aussi sur le pied de guerre. Les copies des vins de Didier conduisent Francine et Philippe à poursuivre leur enquête en Chine. Ils ont pris contact avec un avocat chinois. Basé à Pékin, Maître Zhu est spécialisé dans les contrefaçons. Donc on a deux bouteilles différentes. Donc on voulait voir un petit peu avec vous quels étaient nos moyens d'action à ce stade-là. On peut demander à l'administration de mener un raid contre le vin contrefait, confisquer et détruire les marchandises contrefaites. En Chine, ça se fait souvent. Qu'est-ce qu'il faudrait comme élément pour pouvoir maintenant mener cette action? Il faut faire un achat sur place dans la boutique. Et puis d'autres achats notariés en ligne. On va avancer de notre côté sur ce sujet-là et puis on peut se recontacter par la suite. Pour accumuler des preuves, le syndicat a fait appel à Lynn, un de ses contacts en Chine. Elle va tenter de piéger le prétendu importateur des faux Côtes-du-Rhône. L'étiquette des bouteilles chinoises mentionne un site internet avec l'adresse de l'importateur. Alors c'est écrit « Nous faisons la promotion de vins français de qualité ». Oh, le site internet a l'air vraiment bidon. L'enquêtrice décide alors de se rendre sur place, à Yantai, dans la plus grande région viticole du pays, au nord de la Chine. Plus de 40% du vin chinois est produit ici. Objectif de Lynn, trouver des bouteilles commercialisées en magasin. Et c'est finalement dans une supérette du centre-ville qu'elle déniche une copie. Ça y est, j'ai trouvé. C'est le vin qu'on cherchait. Et il est de 2014. Alors ici, ils le vendent 6 €. Là, on voit que c'est bien écrit que c'est un vin importé de France en bouteille. Le faux est vendu 2 fois moins cher que le vrai Côtes-du-Rhône de Didier. Lynn veut maintenant rencontrer Monsieur Chang. Elle se rend à son bureau. C'est ce bâtiment-là. Mais surprise, arrivée à l'adresse indiquée... Bonjour. Est-ce qu'il y a une entreprise de vin ici? Non, pas du tout. C'est un magasin de meubles. Excusez-moi, je cherche un Monsieur Chang qui est dans le vin. Son adresse est ici? Non, il n'y a pas de Monsieur Chang ici. En tout cas, j'en connais pas dans le quartier. À l'étage, dans les bureaux, c'est toujours la même réponse. Madame, vous cherchez quelle boîte, là? Cherche une société spécialisée dans le vin? Ah non, il n'y a personne dans le vin ici. Il n'y a que des bureaux. Monsieur Chang est aux abonnés absents. L'adresse n'est qu'une simple boîte aux lettres. L'enquêtrice décide alors de le joindre par téléphone. Elle se fait passer pour une cliente intéressée. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes dans le commerce du vin? Qui est à l'appareil? Je viens de Shanghai. Je me suis renseignée auprès de plusieurs châteaux, mais le prix est trop élevé pour moi. J'ai vu que vous avez des meilleures offres sur votre site. Et comment vous m'avez trouvé? On peut se voir pour parler? Oh, attendez là. Je fais que de l'import, je vends pas aux particuliers. Un container, c'est 4000 caisses et 24 000 bouteilles. Et en plus, je suis pas là en ce moment. Ah, vous n'êtes pas à Yantai? Si, mais je suis en déplacement en dehors de Yantai. Si Monsieur Chang prétexte d'être en déplacement, nous avons une petite idée où le trouver. Une fois par an, à Chengdu,
a lieu le plus grand salon du vin en Chine. En marge de cette foire professionnelle se tient ce qu'on appelle le OFF, où de plus petits producteurs et distributeurs présentent leurs vins. C'est parti, c'est un vrai capharnaüm. François-Xavier Malcuit est un importateur français. Il connaît le milieu du vin chinois comme sa poche et a accepté de nous en ouvrir les portes. C'est pour aller voir leur stand en fait. Donc là, ils me donnent tous leurs cartes. Il va nous aider à trouver Monsieur Chang. Pendant 3 jours, dans plusieurs hôtels, plus de 150 000 visiteurs déambulent pour découvrir les vins exposés. Ici, les pastiches s'affichent sans complexe. Là, il y a un vin qui s'appelle des Vuitton, donc bon, ça reprend le nom Vuitton. C'est un peu douteux, quoi. Vuitton ne fait pas un vin qui s'appelle Vuitton. Château Satisfy à Pauillac, je connais pas. Avec une belle image qui ressemble beaucoup à Château Lafite. Faut le faire. Là, on était sur un vin qui était plus que douteux. Là. La Tour Carnet, c'est un grand vin de Bordeaux et avec une étiquette bourguignonne. Ils osent tout, quoi. Là, on est hors limite. Pour l'instant, pas de faux Côtes du Rhône. Mais François-Xavier a encore une piste. Là, on change d'hôtel, on va au Dinjiang parce que j'ai entendu dire que par là, il y avait des vins qui étaient douteux. La plupart des faussaires auraient investi le haut de l'hôtel. Sur les étages, on va rentrer dans les chambres. C'est une particularité en fait d'un salon de se retrouver dans un hôtel où tu peux louer une chambre et mettre tes vins et exposer, inviter tes clients à venir déguster. Dans les étages, tout se passe quasiment à huis clos, dans des chambres. Les plagiats de grands crus à prix cassé y pullulent. J'ai Languedoc, ça c'est Lafay Château, donc là on est sur du faux vin de la maison Lafite, en plus avec le logo. Tu vois, c'est la copie complète ça. Mais la présence du français rend les vendeurs nerveux. Ok. Déjà ils disent qu'ils font pas de vin français, mais bon ils aiment pas trop les caméras apparemment ici. Quand ils vendent du vin chinois, ils sont sympas. Hein. Par contre, quand ils vendent des copies françaises, ils sont un peu moins accueillants, on va dire. Après une journée de recherche, Monsieur Chang reste introuvable. Mais il va nous donner des nouvelles dans quelques jours. À Paris, Baptiste, le fabricant de mobilier de jardin, a lui rendez-vous avec une start-up qui pourrait l'aider à lutter contre les plagiats. D'après ses estimations, 90% des copies de ces chaises se vendraient sur Internet. Ces ingénieurs ont mis au point une technologie étonnante basée sur l'intelligence artificielle. Maître Boutier nous a envoyé 2 photos de votre catalogue qui sont particulièrement contrefaites. On les a lancées dans notre système. Une simple photo de la chaise de Baptiste. On fait « Montre-moi la page de l'image ». Rapidement, notre système il commence à nous donner les résultats. Et l'algorithme va trouver plus d'une centaine d'annonces diffusées sur le net de la chaise contrefaite, de toutes les couleurs, et vendue jusqu'à 8 fois moins cher que l'original. Si c'est une copie assez parfaite. À l'œil nu, on ne voit pas forcément de différence. Et ce qui est très perturbant, c'est que ça, c'est notre photo. Donc il mélange à la fois nos photos avec des photos de copies. Mais ce sont d'autres photos qui vont désarmer Baptiste, celles d'une usine. Sur des milliers de mètres carrés, une quantité impressionnante de fausses chaises. C'est un énorme... Non, elle fait peur, celle-là. J'espère que c'est quand même pas toutes des copies des nôtres, parce que là... C'est l'échelle de production qu'il y a effectivement une industrialisation de la contrefaçon. Face à cette menace, les ingénieurs ont une solution à proposer à Baptiste. On peut déréférencer ces produits. Tout le site qui vend des faux produits Fermob va disparaître des résultats des moteurs de recherche. C'est intéressant parce que finalement, vous le rendez invisible. Bon, allez. Supprimer les annonces trompeuses, une perspective encourageante pour Baptiste. Quelques jours plus tard, il retrouve son avocat pour savoir si son concurrent français accepte d'arrêter la fabrication d'une chaise
qui ressemble à celle de sa marque. Nous avons tenté une démarche amiable et finalement, ils nous ont annoncé qu'ils n'entendaient pas transiger. Maintenant, on est obligé d'engager le procès. D'accord. Donc ça, Bon, c'est pas ce qu'on préfère, mais on sait que des fois, on est obligé d'en passer par là, hein, de toute façon. Si on baisse les bras, on se fait vraiment déborder par la contrefaçon. Donc il faut agir de manière permanente. Baptiste a d'ailleurs une seconde affaire plus préoccupante à exposer à son avocat. Cette fois, l'adversaire est une enseigne grand public qui possède plus de 190 magasins en France. Et là, c'est vrai que quand on fait des... On a l'impression qu'ils ont ouvert notre catalogue et qu'ils ont photocopié les pages. Hein. Ce distributeur s'inspirait de différents produits. À gauche, le mobilier original. À droite, celui commercialisé par ce concurrent. L'imitation la plus flagrante, c'est ce tabouret de bar, l'une des dernières créations de la marque. Pareil, ils sont pas foulés. Même leurs publicités sont semblables. Je suis obligé de rester poli, mais c'est du foutage de gueule, quoi. Les gens se foutent de notre gueule. C'est ça qui m'énerve le plus. On n'a jamais fait d'une Made in France un totem absolu, mais on défend quand même le savoir-faire français. On a des usines en France, des ouvriers en France. Là, on a quand même des gens qui ne fabriquent absolument rien en France. Je vois des produits qui me plaisent, je les fais faire à l'autre bout du monde, à peu près identiques, et j'essaye de les vendre moins cher. Pour préparer l'offensive, à l'usine, Baptiste montre à son avocat les similitudes de ces tabourets. Le fait qu'ils aient repris ces croisillons, c'est déjà un premier indice fort de copie. On retrouve exactement le même repose-pied, les mêmes dimensions, la même profondeur. Mais ce qui inquiète le plus Baptiste, c'est la reprise de plusieurs brevets déposés par sa famille pour protéger leurs inventions techniques, comme cette pièce placée sous l'assise. C'est une pièce qui n'est pas visible, mais qui va venir se mettre sous l'assise et qui est d'une grande résistance. C'est vraiment un savoir-faire. Voilà. Avec ce brevet, on a un titre à faire valoir contre le concurrent. Oui. Pas besoin d'aller devant le juge. Je peux directement, avec le confrère, lui dire, regardez, j'ai cet élément objectif, j'ai un titre, un brevet, voire 8 brevets. Donc le produit de votre client viole 8 brevets. Et lui va convaincre son client de transiger en lui disant, il vaut mieux retirer le produit que d'être condamné pour la violation de 8 brevets. Maître Boutier va donc tenter un accord à l'amiable auprès de l'enseigne pour faire cesser ses agissements. Éradiquer les faux sur le marché, c'est aussi le combat de Jean-François, le pâtissier, et de sa femme Claudine. À Metz, ce matin, ils s'apprêtent à lancer leur 171e affaire de contrefaçon de leur Saint-Èvre. Ils ont rendez-vous avec Myriam Jean, avocate spécialisée en propriété intellectuelle. Le pâtissier est venu demander conseil sur sa dernière trouvaille. Voilà, je ne sais pas ce que ça vaut. Donc, j'ai demandé s'il était possible d'avoir du Saint-Èvre. On m'a répondu oui. Bien, écoutez, effectivement, on est quand même dans un cas au moins d'imitation de votre marque. On est exactement dans le même produit. C'est une pâtisserie. Il y a quand même matière à réaction. Et vous avez une photo qu'on ne peut pas situer, qu'on ne peut pas dater, donc ce n'est pas un élément de preuve. Donc ça, cette preuve, il faudra la faire établir avec un huissier. Pour ce constat un peu inhabituel, Jean-François a fait appel à Maître Munier. Pour que je puisse rentrer dans le magasin, il faut soit que j'ai l'autorisation expresse du commerçant, soit une autorisation judiciaire. Dans le cas présent, nous n'avons ni l'un ni l'autre. Nous allons réaliser un simple constat d'achat effectué par une tierce personne qui est ni salarié de mon étude, ni votre salarié, bien évidemment. C'est donc Gabi, le témoin, qui va effectuer l'achat. Voilà, Dom, ton dessert d'aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'une dénomination particulière accompagnait le gâteau qui est exposé? Ils sont étiquetés au nom de Saint-Èvre, avec le prix 2 €. Saint-Èvre. Saint-Èvre. Fort de ce constat, Jean-François pourrait lancer une nouvelle procédure. Mais il veut tenter une négociation à l'amiable. Je suis propriétaire aujourd'hui d'une marque déposée qui s'appelle le Saint-Èvre. Oui. J'ai remarqué à plusieurs reprises chez vous que vous utilisiez la marque Saint-Èvre. C'est un Saint-Èvre, mais c'est pas
pas la marque. Le Saint-Ève, moi, mon mari a appris à le fabriquer. Il avait 13 ans, il en a 50. C'est protégé. C'est protégé. Le gâteau, sincèrement, j'ai jamais fait la démarche de savoir si c'était une marque déposée. Voilà, aujourd'hui, vous en avez la confirmation. Maintenant que vous me le dites, bon ben voilà, si vous voulez que je ne le fabrique plus, je dis à mon mari qu'on ne le fabrique plus, et puis voilà. Est-ce que vous pouvez me confirmer par courrier recommandé que je m'engage à ne plus utiliser ce nom? Il n'y a aucune poursuite. Par contre, si je venais à revenir et que j'entends le mot Saint-Ève en boutique, je serais amené à intervenir un petit peu plus fermement. Jean-François espère que la gérante tiendra parole. Après la réception du courrier recommandé qu'elle va m'adresser, bien vérifier que cette appellation n'existe plus dans cette boutique. Et on en restera là sur une note, on va dire, plutôt sucrée que salée. La facture pourrait être bien plus salée pour un autre concurrent. Dans une semaine, Jean-François découvrira le jugement d'une procédure lancée il y a 2 ans et dans laquelle il a demandé 100 000 € de dommages et intérêts. Dans le sud de la France, les douaniers opèrent aussi sur tous les fronts. Une fois par mois, ils effectuent des contrôles surprises chez des petits commerçants. C'est la douane française. C'est le logo de Chanel. L'utilisation de marques figuratives de Mickey. À chaque fois, ils saisissent les marchandises douteuses et ils ne sont jamais au bout de leur surprise. Il y a un Birkin contrefait. Là, on le voit. Comme dans cette boutique de souvenirs. C'est la douane. C'est déjà venu. C'est bon, alors c'est qu'il n'y a plus rien. La gérante, contrôlée 6 mois plus tôt, a déjà été condamnée à 5 000 € d'amende pour avoir mis en vente plusieurs faux sacs de luxe. Visiblement, cela ne lui a pas servi de leçon. Vous détenez des sacs qui ressemblent franchement à des contrefaçons. Est-ce que vous pourriez sortir la facture d'achat? Rien du tout. Comme vous êtes une commerçante, vous devez avoir des factures ici ou chez vous. Oh là là, je suis excédée, hein, madame. Qu'est-ce qu'il fabrique? Donc je les enlève. Non, mais on va les prendre. Ça, je le laisse à la vente. Je ne vois pas pourquoi je dois vous donner tous ces sacs. Parce que c'est de la contrefaçon. Vous ne soyez pas contente, je le conçois. Que nous trouvions des contrefaçons, ça nous surprend, madame. Personnellement, je suis étonnée. Comme j'avais vu que votre maison avait été contrôlée, j'imaginais bien qu'il n'y en avait plus. On va établir la procédure au bureau. Je suis en train de faire une soupe de poisson, excusez-moi, mais moi, vous me dérangez. Soit vous le suivez, soit vous ne le suivez pas, mais je vous convoquerai. Et ça va prendre beaucoup plus de temps. En audition, la commerçante reconnaît avoir acheté ces sacs sur Internet entre 40 et 70 € pour les revendre 2 à 4 fois plus cher. Vous savez que vous vendez un contrefaçon. Oui. Je suis tellement éloigné de la qualité que même le client, quand il va acheter ça, il sait très bien que c'est pas un Hermès. Il y a certains qui peut-être sont pas spécialisés comme vous ou nous, mais qui peuvent se faire avoir. Bêtement, j'ai pensé que parce que c'était sur Internet, ça pouvait être acheté. Faites attention parce que vous pouvez acheter plein de choses sur Internet. Vous me diriez, je vais sur le net et je vois des Kalachnikov avec munitions et chargeurs, et j'en ai acheté parce que j'en avais vu et que ça me faisait envie. Je dirais non, madame. Il y a plein de choses sur Internet qui sont interdites. Les douaniers sont sensibles à la situation de la commerçante touchée par la crise. Elle s'acquittera toutefois d'une amende de 500 €. Elle aurait dû payer 10 000 € pour récidive. Par contre, c'est un avertissement. Là, ça fait 2 fois. Non, j'en rachète plus. Là, non, je pense que c'est mieux, oui. Alors, je vous invite pas pour la soupe de poisson. Bah non, désolé. Pourtant, on a un peu faim, là. Ça nous aurait bien convenu. Alors, on connaît qu'elle a acheté une contrefaçon pour vendre de la contrefaçon à des gens qui peut-être se seraient pas trompés parce que sur une passion pour payer 250 € une contrefaçon quand même, donc qui peuvent avoir malheureusement un Vintimille pour 30 €. Ces sacs feront partie de la prochaine destruction. Elle aura lieu dans quelques jours. En Chine, le syndicat des Côtes-du-Rhône est toujours sur la trace de Monsieur Chang, le contrefacteur des vins de Didier. Pour l'appâter, Lynn, l'enquêtrice, a décidé de lui passer une plus grosse commande de vin. Au téléphone, Monsieur Chang a d'abord un discours bien rodé. Donc, je voulais savoir, votre Côte-du-Rhône, c'est le nom d'un château ou de quelqu'un? C'est un château.
Et alors dites-moi, il est connu? Un peu, ouais. C'est bien un bon vin français authentique? Bien sûr. Je le fais venir directement de l'étranger. Ah, ce sera donc la même qualité qu'en France. Évidemment. Mais au bout de 25 minutes de conversation, Monsieur Chang fait une révélation qui va confirmer les soupçons. L'importateur fait un faux pas. Bon, pour tout vous dire, les emballages sont tous faits en Chine. Ça coûte trop cher de tout importer depuis l'étranger. Le vin arrive en bouteille et puis il est étiqueté en Chine. Et est-ce que vous auriez une fourchette de prix pour avoir une petite idée? On va vous faire une proposition et si ça vous va, on signe un contrat et j'importe les bouteilles. Mais le faussaire ne dit pas tout. Ces vins sont en fait produits en Chine, mis en bouteille sur place et étiquetés avec l'appellation des Côtes-du-Rhône et la marque de Didier. Francine et Philippe ont maintenant assez d'éléments pour démontrer la supercherie. Ils rappellent leur avocat à Pékin. On a retrouvé le nom du distributeur chinois. On a retrouvé aussi son adresse. Monsieur Chang, il est situé à Yantai. Je serais assez partisan d'en faire un exemple. Pour une action pénale, après l'arrestation du suspect, ça prend un an, procédure. Est-ce que vous êtes assez confiant sur le fait qu'on puisse obtenir une condamnation? Oui, je suis certain, parce que c'est la contrefaçon pure et simple. Bon, ben voilà une bonne nouvelle, on est sûr de gagner dans une échéance de quelques mois. Il a l'air assez confiant, donc c'est agréable, quoi, en fait. De plus en plus de faussaires sont jugés en Chine. Le dernier en date a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 20 000 € d'amende pour avoir contrefait des vins de Bordeaux. De son côté, Didier, le vigneron, a décidé d'augmenter la protection de ses bouteilles avec un procédé anti-contrefaçon. Le timbre de garantie. Le grand jour, c'est la pose du timbre pour Laisser grandeur nature. laisser la grandeur nature pour aller sereinement sur les marchés chinois. On espère. Le code, une fois scanné, certifie ou non l'authenticité de la bouteille. Ah, le timbre. On tombe sur une plateforme d'authentification. Le produit qui est dans cette bouteille est bien un Côtes-du-Rhône. Après, ce timbre possède 3 niveaux de lecture, des niveaux visibles et des niveaux invisibles. Le timbre permet également la localisation de potentielles contrefaçons. Si le timbre venait être copié, si on venait à recopier le QR code et à poser sur des milliers de bouteilles, on aurait un taux de scan très important et ça nous générerait une alerte qui nous permettrait de dire là, il y a un souci. Après des mois d'enquête, le syndicat a réussi à enrayer la diffusion en Chine du faux vin de Didier. Mais pour combien de temps? Allez, on va boire un Côtes-du-Rhône timbré. Allez, on va voir ça. Allez. Près de Lyon, Baptiste se bat lui aussi contre un géant. Il espère avoir gain de cause dans sa bataille contre la grande distribution. Son avocat a entamé une négociation à l'amiable avec l'enseigne qui commercialise plusieurs produits inspirés de sa marque. Ils viennent de nous annoncer qu'ils étaient d'accord pour retirer les produits. Oui, d'accord. Donc, on va conclure un protocole d'accord. D'accord. C'est rassurant pour nous. Très concrètement, retrait donc, de la chaise haute. Et puis, sur les autres produits, ils s'interdisent de poursuivre la commercialisation. C'est une bonne nouvelle pour nous parce qu'un accord à l'amiable, ça a le mérite d'être clair, rapide. Et donc, c'est pour ça qu'on préfère ce type d'arrangement. Pour s'assurer du retrait des produits, Baptiste va discrètement faire un petit tour avec un collègue dans l'un des magasins du distributeur. Donc on va venir constater si les gammes ont disparu. Ouais, voilà, tu vois, donc c'est ça les gammes. À première vue, les produits litigieux ne sont plus exposés. Eh ben, c'est plutôt bien. Là, le fait de ne plus les voir dans celui-là, on peut supposer que dans d'autres magasins, c'est la même chose. Donc oui, c'est très positif. Ouais. Le concurrent a fait le grand ménage. Une victoire que Baptiste tient à partager avec son père. Alors, on a vu qu'il n'y avait plus rien du tout, aucun produit, ni copie, ni parasitisme, donc super nouvelle. Hein. D'accord. Bon ben, c'est bien, ça prouve que ce travail ingrat et casse-pied de lutte contre la contrefaçon porte des résultats. Donc voilà, ça remonte le moral. Chasseurs, continuez votre traque. Voilà, on continue. Je suis content. Voilà, c'est quand même un gros quelqu'un qui a un distributeur qui a de la visibilité, donc c'est bien que ce soit terminé. Et voilà, on attend le prochain dossier parce qu'on sait très bien que ça va continuer.
Dans cette bataille sans fin contre les copieurs, Baptiste ne compte pas baisser la garde. À Nancy... Claudine, je vais chercher à Saint-Èvre. Je sais pas, on est 4 ou 5 peut-être 5. Oui. Jean-François espère aussi une issue favorable à sa dernière affaire de contrefaçon. Il a demandé à un ami de vérifier si le pâtissier a tenu parole et a cessé d'utiliser sa marque. Entre-temps, la boulangerie a connu quelques travaux. Bonjour, ce serait pour commander un gâteau si c'était possible. Ça s'appelle comment? Un Saint-Èvre, c'est ça? Olympe. Oui. Ok. Vous avez changé le nom du coup du gâteau? Parce que ma mère elle m'avait dit Saint-Èvre. Oui, on a plus le droit de l'appeler. D'accord. Ok. Le concurrent fabrique toujours le gâteau, mais sous une autre appellation. Une satisfaction pour Jean-François et Claudine. Mais auront-ils autant de chance avec leur dernière procédure judiciaire? Leur avocate vient de recevoir le jugement. C'était une procédure qui vous opposait à un pâtissier situé dans une autre ville de Meurthe-et-Moselle. Ce boulanger a vendu pendant 10 ans ce gâteau congelé par Jean-François. L'imitation allait jusqu'au ruban rouge. Jean-François a demandé 100 000 € de dommages et intérêts. Là, le tribunal, dans son jugement, a bien reconnu la validité de votre marque. Donc là, les faits de contrefaçon sont reconnus. Au niveau du préjudice, c'était plus limité puisque manifestement le tribunal a tenu compte du fait que notre contradicteur avait arrêté. Très sensible. Jean-François n'a pas voulu nous révéler le montant pour ne pas perturber les prochaines procédures. Mais pour le pâtissier, l'essentiel est ailleurs. Le Saint-Èvre, c'est ma vie, c'est une partie de ma vie aujourd'hui. Je suis bientôt en phase de transmettre l'entreprise, puisqu'il me reste 3-4 ans à exercer. Et j'aimerais trouver justement un repreneur aussi passionné que je le suis. En se battant pour protéger sa marque pendant 38 ans, Jean-François a réussi à sauvegarder ce patrimoine de la gastronomie régionale. À Nice, l'affaire des 436 sacs contrefaits trouvés dans un camion touche elle aussi à sa fin. Marie-Catherine et Raphaël suivent le dossier auprès de la marque contrefaite. Ils confirment la contrefaçon et après ils nous confirment qu'ils veulent la procédure de destruction simplifiée. Donc on a la réponse positive du titulaire de droit. On va pouvoir les détruire là très rapidement. Donc c'est une affaire rondement menée. 90% des marques préfèrent la destruction immédiate à de longues procédures judiciaires, contre des faussaires, souvent installés à l'autre bout du monde. Toutes les dernières saisies vont être détruites à l'incinérateur de la ville. On met les casques pour la sécurité? Oui, mettez-les, il n'y a pas de souci. Allez, super. Très bien. Ce qui est très satisfaisant dans cette opération, c'est qu'effectivement la marchandise qui a été confisquée, qui a été saisie, finalement les infracteurs, bien sûr, ont perdu la marchandise. Voilà, donc pour moi c'est une réponse tout à fait satisfaisante, même si elle n'est qu'administrative. Marie-Catherine et ses équipes livrent une lutte sans merci contre un phénomène en constante augmentation. La contrefaçon coûte chaque année plus de 8 milliards d'euros à l'économie française.